Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. Personne n'aurait parié sa chemise lorsqu'il a déclaré sa candidature en juin 2015. Eh bien si, Donald Trump est allé jusqu'au bout, élu 45e président des États-Unis. Après 500 jours d'une campagne toxique, violente, il a battu Hillary Clinton nettement. C'est donc lui qui s'installera dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, patron de la force militaire la plus puissante au monde. Dans Géopolitis, nous nous demandions récemment comment un tel personnage excessif, erratique, imprévisible avait pu aller si loin. Eh bien, il faut se demander désormais ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il disait à New York, juste après son élection. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict. Bonjour François Hesbourg. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir après ce tremblement de terre électoral aux États-Unis. Vous présidez l'ISS à Londres et puis à Genève, le Centre de politique et de sécurité. C'est un tremblement de terre, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis? C'est un séisme et comme l'a dit lui-même Donald Trump la veille de son élection, et il a dit « je vais faire le Brexit plus plus ». Le Brexit est un tremblement de terre européen. L'élection de Trump, c'est un tremblement de terre mondial. On a entendu ces premières paroles de président élu, rassembleur de l'Amérique, tendant une main honnête à la communauté internationale. Ça ne vous rassure pas? C'est le service minimum que l'on peut attendre d'un homme de 70 ans qui a fait une carrière sérieuse dans le monde des affaires, qui sait quand même ce que peuvent représenter les paroles quand on est en situation de responsabilité. En plus, il venait d'obtenir ce qu'il voulait. Donc, c'était un homme qui, visiblement, n'en voulait pas à grand monde ce jour-là. Mais vous ne pensez pas que le Donald Trump président sera très différent du Donald Trump candidat? Est-ce qu'à 70 ans, on se refait? La réponse est peut-être oui, mais c'est rare. Et Donald Trump est un homme qui, toute sa vie, a fait des affaires, qui a fait des deals. Et je pense que sa façon de regarder le monde dans ses nouvelles fonctions sera le reflet de cette expérience-là, qui n'est pas médiocre, mais qui est assez différente de la façon dont la fonction serait regardée par quelqu'un qui aurait eu un parcours plus politique ou plus gouvernemental. Vous pensez qu'il aura une politique étrangère opportuniste, comme l'homme d'affaires qu'il a été? L'homme d'affaires est a priori opportuniste et pragmatique. Il fait des deals. Quand le deal ne marche pas, il en cherche un autre où il modifie les paramètres. Il n'y a pas de raison, au vu des déclarations de M. Trump lui-même sur la politique étrangère au cours des 2 dernières années, de penser qu'il va agir différemment en tant que président des États-Unis. C'est son ADN. C'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses pendant cette campagne, mais vraiment beaucoup de choses. Par exemple, qu'il allait faire payer les pays qui bénéficiaient de la protection de l'OTAN. Est-ce qu'on a du souci à se faire, nous, ici en Europe? Alors, on a du souci à se faire, non pas à cause de ce qu'il a dit sur le fait de devoir payer. Chaque président américain aurait bien voulu que les Européens payent davantage pour la garantie de défense américaine. Et souvent, ça a été dit sur des tons plus ou moins fermes. Et c'est ce qui n'a pas été dit par M. Trump, qui en fait inquiète les membres de l'Alliance Atlantique, c'est qu'il n'a pas rappelé que les États-Unis sont les alliés des Européens, sont les alliés des Asiatiques, et que l'Alliance engageait périndé cadaver à chacune des parties prenantes. Au contraire, il a laissé planer le doute sur la volonté américaine de défendre les États baltes si les Russes remuaient. Il a dit, il n'a même pas laissé entendre, que le Japon et la Corée du Sud pourraient très bien se doter d'armes nucléaires, comme ça les États-Unis n'auraient plus besoin d'assurer leur défense.
ce sont des propos qu'il faut prendre au sérieux, jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que vous pensez, au fond, qu'il pourrait être un danger pour l'équilibre international? Sur la base de ce qu'il a dit jusqu'à présent, c'est certainement un immense changement par rapport à la stratégie mondiale des États-Unis et à bien des égards un danger possible. Alors le changement majeur, c'est d'abord dans le domaine géoéconomique. Il a pris l'engagement, dans les premiers jours de son investiture, d'envoyer aux oubliettes le grand traité de libre-échange avec les pays d'Asie. Et il faut s'attendre aussi à ce qu'il arrête les négociations avec l'Union européenne sur le traité transatlantique. Autrement dit, les États-Unis renonceraient à se trouver au centre du dispositif commercial mondial. Ils vont laisser la place à d'autres, je pense notamment la Chine. Ce n'est pas en soi, j'allais dire, dangereux dans l'immédiat, mais ça veut dire effectivement une certaine abdication de rôle. Quant au danger, c'est l'encouragement fait à certains pays d'acquérir des armes nucléaires, Japon, Corée du Sud. C'est le danger de mettre en cause l'accord nucléaire avec l'Iran, et c'est les risques courus en Europe. Vladimir Poutine a dit, en félicitant Donald Trump, être certain d'un dialogue constructif qui sera établi entre Moscou et Washington, basé sur l'égalité et sur le respect mutuel. Un commentaire? Et il a aussi dit, c'est pour renforcer le propos, qu'il voulait restaurer les relations avec les États-Unis. Qu'autrement dit, il était prêt à passer la période Obama par perte de profit. Compte tenu de ce que M. Trump a dit sur M. Poutine dans le passé récent, c'est-à-dire il n'en a dit que du bien, il y a là l'esquisse d'une discussion, éventuellement d'un grand deal, d'un grand bargain entre les États-Unis et la Russie. Pour ceux qui en seraient l'objet, en Europe ou au Moyen-Orient ou en Asie, et on risque d'avoir un petit peu de soucis à se faire, car il n'est pas évident que ce deal tienne compte de leurs intérêts. Ce deal serait évidemment fait sur la base des intérêts de la Russie et des États-Unis. Donc vous pensez globalement que Donald Trump représente un danger par sa posture isolationniste et par son opportunisme? Il n'est pas isolationniste. Il est unilatéraliste à certains égards, mais il ne dit pas je vais me barricader par rapport à la Russie. Au contraire, il dit je vais faire un deal avec la Russie. Il promet un bras de fer avec la Chine, mais il ne dit pas on va faire comme si la Chine n'existait pas. L'isolationnisme, c'est autre chose. C'est ce que les Américains faisaient pendant les années 20 et 30, où ils faisaient semblant de croire que le monde extérieur n'existait pas. Trump, il s'inscrit dans le monde actuel, mais il s'inscrit d'une façon assez différente de celle des présidents des 70 dernières années, qui considéraient tous que le réseau d'alliances américains en Asie et en Europe était un élément fondamental de la stratégie, de l'influence et de la puissance des États-Unis. Alors le slogan de Donald Trump, c'était « Make America Great Again », restaurer la grandeur de l'Amérique. L'Amérique serait-elle en déclin? Bien, c'est la question qu'on s'est posée dans cette séquence de David Nicole. Make America Great Again. Redonner sa grandeur à l'Amérique. Stronger together, plus fort ensemble. Les candidats Trump et Clinton ont promis la même chose, une Amérique plus forte. Est-ce à dire que les États-Unis sont sur le déclin? La question est au minimum légitime. Les États-Unis sont encore la première puissance mondiale dans presque tous les domaines. Mais après avoir dominé le monde à elle seule après la chute de l'URSS, l'hyperpuissance américaine fait face à l'émergence d'acteurs de poids sur l'échiquier international. Ce sont les BRICS, acronyme regroupant 5 pays, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et dans ce monde devenu multipolaire, l'hégémonie américaine est grignotée de toutes parts. Sur le plan économique, les États-Unis ont retrouvé le chemin de la croissance. Mais leur poids dans l'économie mondiale est en régression constante. Depuis 2013, la Chine est le premier exportateur mondial et dans une quinzaine d'années, son PIB devrait dépasser celui des États-Unis. Sur le plan militaire, l'hyperpuissance états-unienne est encore loin d'être supplantée. Mais depuis 2011, les dépenses militaires américaines sont en baisse constante.
Sur la même période, les Chinoises ont augmenté de 62%. Et sur le plan diplomatique, l'administration américaine paie le prix de la politique interventionniste des années Bush. En première ligne, l'invasion de l'Irak en 2003 a exacerbé le rejet du leadership américain sur le monde. La campagne de Donald Trump a été marquée par la tentation de l'isolationnisme. Sera-t-il le président d'une Amérique en repli ? La question a été posée, Donald Trump est-il le président d'un pays en déclin? Pas vraiment. L'Amérique a un taux de croissance tout à fait honorable, certes celui d'un pays ayant une maturité économique, donc un taux de croissance plus faible que celle d'un pays comme la Chine ou l'Inde, mais globalement, c'est un pays qui ne risque pas le déclassement. Ce qui lui arrive, par contre, c'est qu'effectivement d'autres pays croissent plus vite, comme l'Inde, comme la Chine, et la Chine sera le concurrent stratégique des États-Unis tout au long du XXIe siècle. Mais ça ne veut pas dire que les États-Unis sont sur le déclin. Par contre, le sentiment de déclin, le sentiment de déclassement est quelque chose sur lequel Donald Trump a joué fortement, avec un effet politique certain. Et vous diriez que cette élection marque le déclin des démocraties occidentales, que c'est un signal de danger pour les démocraties en Occident? Je pense que c'est un vrai signal de rejet et de ce que j'appellerais la mondialisation libérale, ce que certains baptisent la mondialisation heureuse, en tout cas de la mondialisation occidentalo-centrée, avec trois composantes. La crainte du déclassement social, la classe ouvrière, la classe moyenne, la minée, et ainsi de suite. Le déclassement identitaire, la crainte de l'autre, la crainte du Mexicain, dans le cas des États-Unis. Et puis, s'agissant d'un grand pays comme les États-Unis, la crainte du déclassement de l'État américain, de la place de l'Amérique dans le monde. Vous prenez ces trois choses-là ensemble et vous avez le Trumpisme aux États-Unis, le Brexit au Royaume-Uni et des mouvements manifestants sur des terrains comparables dans les États européens. C'est un processus qui est d'autant plus avancé que le pays concerné est exposé et ouvert au grand vent de la mondialisation. C'est pour ça que ce n'est pas encore en Italie ou en France que le populisme a triomphé. C'est dans des États avec des économies fortes, mais très ouvertes, comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors vous avez tweeté justement dans la nuit de l'élection, alors que Trump allait être élu, on le sentait, c'est encore un rejet de la mondialisation. C'est un rejet de la mondialisation telle qu'elle se manifeste depuis le début des années 90. C'est cette volonté de rapatrier, pour parler en termes économiques, comme le fait d'ailleurs Trump, la chaîne de valeur américaine délocalisée en Chine ou ailleurs, de la rapatrier aux États-Unis. Et c'est là-dessus qu'il va se faire juger, en partie, par l'électorat au cours des prochains mois. C'est pour ça aussi qu'il se met en marche contre les grands traités de libre-échange commercial. J'ai encore une question. Comment a-t-on passé de Barack Obama, 2 fois élu, à la défaite de Mme Clinton? Mme Clinton a été massivement rejetée. Ce n'est pas que M. Trump a eu beaucoup plus de voix que M. Romney ou que George W. Bush au cours des élections précédentes. Le candidat républicain, en fait, un socle de voix qui n'a pas beaucoup bougé. Par contre, Mme Clinton a eu beaucoup moins de voix que les candidats démocrates dans les élections précédentes. Donc c'était une mauvaise candidate pour les démocrates. C'était une candidate qui a été rejetée par ceux devant lesquels, et celles devant lesquelles elle s'est présentée, puisqu'apparemment 43% des femmes ont voté pour M. Trump, malgré les égarements, pour employer un euphémisme, de M. Trump s'agissant de son comportement vis-à-vis des femmes. Merci François Hesbourg, merci de vous être arrêté sur le plateau de Geopolitis, entre Paris et Vienne, je crois. Absolument. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci. Pour prolonger cette émission, il faut suivre notre invité François Hesbourg sur le fil de Twitter avec son lot quotidien de commentaires très avisés, #François Hesbourg. La dernière édition hors série du Courrier international qu'on trouve dans tous les bons kiosques. Que reste-t-il de la puissance américaine? Enfin, une mine d'or,
The American Presidency Project de l'Université de Santa Barbara, Californie. Le site rassemble près de 120 000 documents officiels. Après Donald Trump, 45e président des États-Unis, c'est le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, que nous essaierons de comprendre la semaine prochaine dans Géopolitis. Même jour, même heure, sur la RTS et TV5 Monde. Merci de votre fidélité. À bientôt.